Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotion, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Je te souhaite un très bon épisode. Devenir mère. On en parle comme un bouleversement magnifique, mais on parle encore assez peu de la fatigue, du doute, de la solitude, et de cette sensation parfois de ne plus savoir qui l'on est. Le postpartum, c'est une traversée, une période fragile, intense, où tout change, le corps, le cœur, les repères. Et au milieu de tout ça, il y a cette pression silencieuse, être une bonne mère, gérer, assurer, sans jamais flancher. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on mette des mots sur cette réalité. Des mots doux, mais aussi des mots justes. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir ma première invitée, Natacha, sage-femme, qui accompagne les femmes avec une présence rare et profondément humaine. Avec elle, on va parler d'épuisement maternel. On va parler de comment le détecter, comment le prévenir. Mais aussi, on va parler de soutien, de confiance et de ce fameux village dont on a tant besoin. Bonjour Natacha. Bonjour Aurore, je suis très contente d'être présente et de pouvoir aborder ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va pas faire comme si on se connaissait pas. On se connaît bien, on aime très bien. Maintenant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors moi je me présente, je m'appelle Natacha, je suis sage-femme libérale et j'accompagne les patientes en amont à partir du 4e mois pour les cours de préparation à la naissance et pour des accouchements dans la physiologie, c'est-à-dire pour des patientes qui souhaitent un accouchement sans péridurale. Donc moi je suis vraiment spécialisée dans ce domaine. Super. Donc aujourd'hui, on va parler de comment prévenir l'épuisement maternel. Toi, tu rencontres énormément de mamans dans ton travail et justement, j'aimerais savoir ce que tu mets en place pour éviter qu'elles soient épuisées. Alors moi, j'hésite pas à aborder déjà en amont, lors de la première séance qu'on appelle l'entretien prénatal, déjà plus ou moins ce sujet. Voilà, si l'entretien est correctement bien fait, on peut déjà en amont détecter des patientes qui sont fragiles. Et en étant fragile, on sait que il va falloir énormément d'accompagnement par la suite. Ce que je dis aussi aux mamans, c'est que je leur dis que postpartum dure 3 ans, généralement. Donc, elles sont préparées aussi. Qu'il faut se faire aider, c'est-à-dire avoir son petit village. Aujourd'hui, on est dans une société où vous demandez beaucoup de cadeaux de naissance, mais vous faites beaucoup de listes de naissance sur du matériel. Généralement, je demande à mes patientes, faites une liste de naissance de bien-être, des personnes qui vont vous donner du temps. Voilà, le temps est hyper important. Au fait, créer son petit village en amont pour pouvoir se faire aider par ces personnes et pour éviter d'être tout simplement dans des états comme la dépression, le burn-out, toutes ces pathologies post-accouchement qui peuvent être aussi difficiles. D'accord. Quoi, selon toi, le postpartum, c'est une des périodes les plus vulnérables en fait ? C'est une période très vulnérable parce que elles sont seules, tout simplement. Elles sont seules. Alors oui, beaucoup de choses ont été mises en place pour le papa, les 28 jours, mais il faut savoir aussi que tous les papas ne prennent pas les 28 jours. Il y en a qui les prennent de façon séquencée. Il y en a qui vont prendre par tranche de 2 semaines, mais c'est pas suffisant. Il y a déjà pratiquement 4-5 jours à la maternité, et puis après, voilà, le papa il repense tout de suite au travail. Donc moi, ce que je conseille, c'est de prendre les 28 jours d'affilée déjà. En plus, on sait jamais comment ça se termine aussi un accouchement. Ça peut être par une césarienne, qui est une intervention chirurgicale où c'est pour le coup plus difficile pour la maman de se remettre, ou même un accouchement par voie basse qui a été difficile sans péridurale et qui a nécessité aussi beaucoup d'efforts physiques et psychiques. Donc voilà, prendre déjà les 28 jours et puis se faire relayer, demander de l'aide aux grands-parents, aux amis. Comme je disais tout à l'heure, créer son petit village. Et si ce village a été créé en amont, après c'est juste une continuité tout simplement. Effectivement, c'est vrai que tu as beaucoup mis le point sur le côté émotionnel, donc tout ce que ça implique, un accouchement au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau psychique. Et en contrepartie, on demande quand même aux mamans de tout gérer tout de suite, de connaître leur bébé sur le bout des doigts, alors qu'il n'est pas né avec le mode d'emploi, on est d'accord, et de savoir tout faire, de pouvoir répondre à toutes les situations. Et ça, c'est juste pas possible. On est d'accord.
Toi, qu'est-ce que tu vois en cabinet? Qu'est-ce qui pèse le plus en fait sur les mamans aujourd'hui? Est-ce que c'est le manque de sommeil? Parce que quand on devient parent, c'est la première chose qu'on dit. Oh là là, attention à tes nuits, tu vas voir, ce sera plus pareil, tu vas pas assez dormir, etc. Est-ce que c'est la charge mentale? Est-ce que c'est l'isolement? Est-ce que c'est tout autre chose? Qu'est-ce que toi t'as remarqué? Alors, moi, je pense que c'est les patientes qui se mettent une pression. On est dans une société où les patientes, elles veulent tout contrôler. Voilà. Elles se mettent des pressions sur plein de choses. Personne ne leur demande de se mettre des pressions et d'être efficace et d'être une maman, une épouse, une personne parfaite, d'être parfaite. Personne. C'est elles-mêmes qui se mettent cette pression. Qui leur a demandé? Ni la sage-femme, ni leur mari. C'est elles-mêmes. Elles veulent être parfaites sur tous les plans. Déjà, il va falloir qu'elles fassent un travail sur elles. Donc, le travail commence en amont, en profondeur, lâcher prise et accepter aussi de tomber, de se dire, je suis pas parfaite, je ne nais pas maman, je deviens maman et elles vont devenir maman tout au long de leur vie. Au fait, on a un enfant, on l'apprend à le connaître tout au long de sa vie, on l'apprend pas d'un coup. Non, c'est pas inné. Donc, et surtout se faire vraiment confiance. Et le plus gros pour moi, c'est de se faire aider en amont par des sages-femmes qui sont à l'écoute, qui sont dans la bienveillance, qui vont vous accompagner aussi dans le postpartum parce que on a plusieurs spécialités. Il y a des sages-femmes échographes, il y a des sages-femmes suivies de grossesse, il y a des sages-femmes, voilà. On a tous des différentes spécialités et en amont, le choix final vous revient. Aujourd'hui, on a Google, on a les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre le temps de choisir la sage-femme qui va vous accompagner pour votre suivi de grossesse et pour le postpartum. Donc, il faut, dès la base, choisir la personne qui vous correspondra. Donc, voilà. Tout à fait. Donc, je rebondis sur... Tu as parlé beaucoup de l'isolement, justement, du problème du congé parental, qui est de 28 jours. Alors, effectivement, de l'absence de village, par rapport à ce que tu dis, ce qui, en tout cas, participe à l'épuisement, c'est vraiment la pression que les femmes se mettent quand elles deviennent mères. Alors oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison, que beaucoup de femmes ressentent aujourd'hui une pression énorme autour de la maternité. Entre les attentes sociales, les images de la mère parfaite et la réalité du quotidien, ça peut devenir très lourd à porter. Donc c'est vrai, personne ne nous demande d'être parfaite, mais on ressent quand même parfois des injonctions à l'être. Je pense que avant de devenir maman, on a tous, comme on dit, des choses à déposer. Et parfois, il faut accepter aussi de se faire aider en amont avant de mettre au monde un petit bébé qui nécessite beaucoup d'énergie. Alors j'aimerais juste ajouter quelque chose. Tu as tout à fait raison, la maternité, elle peut parfois venir toucher des choses qui sont vraiment très profondes chez les femmes. Parce que devenir mère, c'est vraiment une transformation qui est immense. Et dans cette transformation, certaines expériences du passé peuvent se réveiller. Ça peut être des blessures, des peurs, parfois des souvenirs ou des émotions que l'on n'avait pas forcément identifiées auparavant. Alors ça veut pas dire qu'on n'était pas prête à devenir mère. Ça veut simplement dire que cette période, elle est vraiment très intense émotionnellement et qu'effectivement, l'accompagnement, il est important. Si on n'a pas pu se faire accompagner avant, il n'est jamais trop tard pour que ce soit le cas. L'idéal, c'est que tu puisses traverser cette période avec beaucoup plus de douceur. Un bébé, c'est beau, une grossesse, c'est magnifique. Être maman, c'est la plus belle chose dans une vie. Mais avant d'être maman, pour moi, il y a une préparation avant. Comme dans une cuisine, avant de passer à table, on va chercher nos produits, on va les cuisiner, et puis après, on va les apprécier. Il y a un travail en amont. Voilà. D'accord. Alors, tu parlais justement de mamans qui étaient un peu plus à risque par rapport à l'épuisement, par rapport au burn-out. Quels sont les signes que toi, tu repères tout de suite par rapport à ton expérience? Dans leur hésitation, dans les questions qu'on peut leur poser. Tout simplement, déjà, elles sont hésitantes ou elles répondent pas forcément à la question. Parfois, je suis obligée de reposer la question 3 fois sous différentes formes pour qu'elles puissent bien comprendre. Parfois, elles pleurent aussi, tout simplement. Et les pleurs sont des émotions un peu à fleur de peau. Ouais. Voilà. Et puis parfois, elles sont franches, elles me disent, oui, je suis déjà fatiguée. Déjà, c'est bien si elles le disent. Si elles verbalisent que ça va pas, justement, ça permet que toi, tu puisses ensuite les aider. Totalement. Donc, voilà. Est-ce que ça peut être aussi une irritabilité Oui, une irritabilité, beaucoup d'irritabilité, d'agacement. Alors du coup, qu'est-ce que on peut faire pour éviter justement d'en arriver à l'épuisement? Qu'est-ce que toi tu mets en place concrètement dans ton cabinet, dans tes accompagnements pour éviter ça? Alors moi, je pars du principe qu'en tant que soignante, on doit diriger nos patientes vers d'autres personnes, vers des professionnels de santé, vers les psychologues, vers d'autres spécialités. Il faut pas... Une patiente ne nous appartient pas. Donc ça, c'est hyper important. Et savoir les diriger vers des très bons professionnels et travailler avec ces professionnels, les appeler, savoir un petit peu comment est l'évolution de la patiente que j'ai envoyée,
pour pouvoir les accompagner justement dans cette période de vulnérabilité. Et puis surtout les accompagner en postpartum et leur dire, vous avez une fragilité émotionnelle, il faut le savoir, il faut qu'elles en prennent conscience, mais on est là, je suis là pour vous aider, je ne vous laisserai pas, et d'être présent. Voilà, je fais partie des petits villages de beaucoup de patientes. Elles savent qu'elles peuvent compter sur moi, elles savent que je peux les accompagner au mieux. Donc voilà. Oui, j'ai justement revenir sur toi, ce que tu fais. T'impliques déjà le papa aussi, dès le début. Beaucoup dans les séances de préparation à la naissance, sur les 8 séances, ils sont présents 5 fois. T'impliques le papa à l'arrivée du bébé, puis très rapidement aussi, tu demandes à ce qu'il puisse prendre le relais avec le biberon le soir pour que la maman elle puisse partir, faire des choses. Par exemple, à partir de 3 semaines, je mets en place, voilà, elles louent généralement un tire-lait qu'elles vont tirer au moins 1 à 2 fois par jour, et pour pouvoir, le papa généralement prend le relais le soir quand il revient du travail, pour laisser la maman souffler, aller sortir, rencontrer ses amis. Au fait, voilà, en amont, le papa aussi il est au courant. La dernière séance, la dernière séance des cours de préparation à la naissance, on parle aussi de la place du papa et surtout de la place qu'il aura aussi après. Donc déjà, avant même que bébé arrive, ils savent quelle place ils doivent prendre. Donc c'est dit, voilà. D'accord. Ensuite, je sais que tu animes des groupes de parole, cours de préparation à la naissance qui se font avec plusieurs mamans. Ça permet aussi d'échanger les numéros pour rompre l'isolement qui justement arrive souvent après l'accouchement. Tu animes des ateliers, notamment les ateliers sommeil. Et puis aussi, tu es extrêmement disponible pour prendre le relais, justement comme tu parlais tout à l'heure, auprès de tes patientes quand justement ils n'en peuvent plus, ils t'appellent de jour comme de nuit et généralement tu viens pour aider. Mais est-ce que tu as d'autres choses en fait que tu mets en place? Non, en dehors des groupes de parole, c'est déjà énorme. C'est une organisation quand même assez difficile à mettre en place parce que voilà, souvent elles ont peur de se retrouver ensemble, de pouvoir déposer leurs émotions. Donc ce groupe de parole, je le fais 1 fois par mois. Pareil, une fois de plus, je leur explique voilà qu'elles ont le droit d'être timides, qu'elles ont le droit de ne peut-être pas prendre la parole, mais d'écouter aussi d'écouter le ressenti de d'autres patientes. Mais généralement, ça reste complet. Non, je pense que je mets pas d'autres choses en place parce que c'est déjà complet. Alors, il y a une autre question. Les mamans que je reçois en cabinet, en consultation, elles mettent beaucoup de temps avant de demander de l'aide. Est-ce que toi, c'est ton cas aussi, ou est-ce que justement, vu que tu les suis depuis quand même suffisamment longtemps, tu les connais parfaitement et tu sais que là, elles ont besoin d'aide sans même qu'elles aient besoin de le demander? Alors, une fois de plus, que je vais revenir à la première séance que je fais, qu'on appelle l'entretien prénatal. C'est une séance qui dure à peu près 1 heure et quart chez moi. C'est une séance aussi où je parle aussi de l'aide, que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse et qu'il faut demander de l'aide parce que si on ne demande pas de l'aide, on peut pas savoir ce qui se passe. Donc, je le mets déjà aussi en amont, tout de suite, dès la première rencontre. Voilà. Donc, elles sont déjà préparées à demander de l'aide, est très important. Nous, on est dans une société, demander de l'aide est un signe de faiblesse. Donc, après, il faut changer aussi les mentalités, il faut changer les choses. Et c'est en train de changer, justement. Mais il faut aussi, une fois de plus, avoir un professionnel en face qui puisse aussi leur dire, voilà, demander de l'aide. On est dispo, d'ailleurs, en tant que professionnel. Il y a des très, très bons professionnels. On est dispo pour répondre aux besoins de nos patientes. Mais il faut aussi que la patiente ait le courage de venir à nous. Parce qu'on peut pas non plus... Alors, moi, je suis pas là à infantiliser les patientes. Moi, je suis plutôt là à les faire grandir, à dire, bah voilà, on a besoin d'elles. Il faut pas hésiter à venir demander et mettre des choses en place pour se faire aider. D'accord. Et juste, quel moment tu conseilles de demander de l'aide et qui tu envoies, qui tu envoies consulter en fait? Attention, c'est là où il faut répondre naturopathe, hein, on est d'accord? Non, j'ai plusieurs réseaux. Voilà, moi je travaille avec plusieurs personnes et je peux pas définir spécialement qui. Je travaille en réseau et en fonction des besoins et des antécédents des patientes, je sais vers qui diriger tout simplement. Mais moi je travaille beaucoup en réseau. J'accepte aussi mes limites. Voilà, je leur dis, moi, je suis limitée, mais je travaille avec telle personne qui peut vous aider. Et j'appelle la personne et dis, est-ce que, voilà, vous pouvez prendre ma patiente qui serait dans tel besoin. Moi, je travaille beaucoup en réseau. Voilà. Mais par contre, une maman qui, elle, n'est pas suivie par toi, tu lui conseillerais tout de suite d'aller voir sa sage-femme ou... Sa sage-femme, Sa sage-femme? C'est sa référente. D'accord. Des sages-femmes ou son gynéco éventuellement, ou son médecin traitant, selon par qui elle est suivie en fait. Par qui elle est suivie, parce que voilà, pour le suivi de grossesse, aujourd'hui, on peut être suivi par un médecin traitant, on peut être suivi par une sage-femme, on peut être suivi par un gynéco. Voilà, de se diriger vers la personne qui l'a suivi en première instance pour sa grossesse. Si maintenant, si le courant ne passe pas, à ce moment-là, il y a d'autres solutions. Mais la base, c'est d'aller voir son gynécologue. D'accord, très bien. Ou la sage-femme, ou le médecin. Alors, avant qu'on termine cet épisode, moi, j'aimerais te poser une dernière question.
Si tu pouvais dire une phrase à une maman qui est à bout, ce serait laquelle? Faites-vous confiance et être maman, ça s'apprend tout au long de notre vie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Natacha. Merci Aurore et puis à très bientôt. À bientôt. À travers cet échange, il y a une vérité simple mais essentielle. C'est qu'on ne naît pas mère, mais qu'on apprend à l'être jour après jour. Dans la fatigue, dans les doutes, et dans ces moments où tout vacille un petit peu. On a parlé de cette pression qu'on se met, de ce besoin de bien faire et de cette solitude aussi parfois, quand le village manque autour de nous. Et peut-être que c'est ça qu'il faut retenir. C'est que ce ne sont pas les mères qui sont trop fragiles, c'est le manque de soutien qui les épuise. Alors non, tu n'as pas à porter ça toute seule. Apprendre à être mère, ça ne se fait pas en silence, ni dans l'isolement. Ça se fait entourée, soutenue et imparfaite. Et si aujourd'hui c'est difficile pour toi, ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas. C'est seulement parce que tu apprends chaque jour à être mère. Maman oui, épuisée non. À très vite pour le prochain épisode.